45e émission de Bug et la première de cette sainte année 2019. Nous sommes encore présents dans vos oreilles. C'est Bug, votre série préférée sur le 7e art et sur les séries télé. Je suis Alphonse Dadet et je suis accompagné de toujours mes deux chroniqueurs chéris. Il y a Seb. Salut Seb. Ouais, 2019, année de la teuf, ouais. Et comme on dit chez moi, joyeux Noël enculé et bonne année fils de pute. Meilleurs vœux aussi à toi. Bastien est le troisième larron de cette émission. Salut Bastien. Hey, salut à vous les optimistes. Eh bien, merci à vous de nous écouter, toujours plus nombreux encore cette année, on l'espère en secret, je ne vous le cache pas. L'année 2018 pour nous, ça a été un petit peu le grand décollage, ça a été une telle réussite à tous les niveaux, que ce soit en termes de vues, de commentaires, du paysage cinématographique, même en général. C'était une très très belle année de cinéma, comme l'ont très justement dit nos amis de l'émission cinéma Le Cercle. Donc, bonne année 2019. On va vous en offrir encore plein de podcasts cette année, ça on peut vous l'assurer en tout optimisme. Alors je crois qu'aujourd'hui on a un programme qui est, j'ai envie de dire comme à chaque fois, très alléchant. Et que Seb, de quoi tu vas nous parler Seb? C'est toi qui inaugure cette année encore, j'ai envie de te dire, vas-y. Meilleur film de l'année 2018, Mektoub, My Love, évidemment. Non, je déconne, on va causer blockbuster évidemment. Ah, très bien. Le dernier film que j'ai vu en salle. Ah, tu présentes pas ce que Bastien fait, comme d'habitude, de toute façon. Comme d'habitude, non, quoi, mais... il a rien préparé. On sait que Bastien fera son petit pot pourri classique à la fin de l'émission. Ouais, voilà. Moi je vais commencer justement par un truc un peu pourri et pas complètement non plus. Donc, Mortal Engines, film qui a fait un gros succès au box-office, je crois. Non, oui. Donc on sent que Christian Rivers, le réalisateur du film, a bossé avec Peter Jackson par le passé parce que visuellement ça envoie du lourd. Le film est extrêmement généreux et c'est bien foutu. J'ai pas mal pensé à Final Fantasy face aux vaisseaux, costumes et même certains décors. Sur tout le plan visuel, le film est une vraie réussite. Il y a juste une faute de goût, c'est une référence à ces merdes de mignons pour parler de notre époque. Donc logique et cohérent puisque notre époque est une faute de goût. T'as vu ce que j'ai fait? Trop fort le mec. Je dénonce. Après son vrai défaut, il y a beaucoup trop de trucs là-dedans. Le récit a du coup un peu de mal à respirer. Tout s'enchaîne très vite, trop vite. Un exemple parmi d'autres, ce serait Shrike. Il arrive comme un cheveu dans la soupe, on nous explique ses origines, et il s'en va. C'est un peu et fortement dommage parce que l'univers est monstrueux. Mais apparemment ce serait le même souci qu'il y a dans le roman. J'ignore si on parle de Shrike ou de toute l'histoire. J'ose espérer que ça ne concerne que Shrike, qui apparemment devient un personnage vraiment génial dans les suites. Suite qu'on n'aura pas au cinéma, donc faudra lire les bouquins pour savoir. C'est mal parti cette affaire. Alors je vous vois venir. Est-ce que c'est grave que le film soit un bide et privé de suite? Oui, si vous avez aimé. Non, si vous n'avez pas aimé. Et même si vous avez aimé, en fait, le film a une vraie fin. Il n'y a pas de cliffhanger ni quoi que ce soit à la con. Quelques portes ouvertes, certes, mais globalement, il y a une conclusion à l'histoire, donc tout va bien. Donc voilà, c'est super bancal, mais le spectacle est vraiment généreux. Pour vous faire une idée, ça m'a fait penser à Jupiter Ascending des Wachowski. C'est visuellement fou et ambitieux. Tu sens que derrière, t'as un univers riche et bien pensé. Et tout ça ne se retranscrit pas à l'écran dû à un gros problème de narration. Oh, quelle tristesse. Ouais. Ça me fait penser à John Carter aussi. John Carter est quand même bien supérieur aux deux. Voilà. Ça n'engage que voilà. Ça engage oui. tout le monde, même les gens qui s'engagent. Genre, il y a un type, il a demandé sa copine en mariage, il s'est engagé et il disait John Carter c'est bien. Donc les gens qui s'engagent sont d'accord. Moi je m'engage. Mais oublions tout ça, parce que là, on passe au film qui n'en a rien à foutre. Un cadeau de Noël avant l'heure en somme, Aquaman. J'imagine le boss de Warner venir faire chier James Wan pour ne pas qu'il fasse un film de la teneur de Batman v Superman. Et en gros, lui dire de faire du Marvel. Wan, il vient de faire un Fast and Furious. Donc il a bien compris le message. Il a fait n'importe quoi et il s'en bat les couilles. Et vous savez quoi? En fait, ça marche. C'est super jouissif. C'est un film lourd, c'est une grosse raclette de fin d'année doublée d'un barbecue avec pour dessert un gâteau au chocolat de taille XXL. Et tu vas tout bouffer. En bref, c'est bruyant, ça s'arrête jamais, t'as pas le temps d'avoir la moindre émotion parce que t'es tout le temps dans le mouvement et j'adore.
Non mais sans déconner, hein, c'est un gros film d'aventure comme à la belle époque de Steven Sommers, genre Deep Rising, La Momie ou Van Helsing. Et c'est franchement cool. Et j'ai d'ailleurs écrit fraîchement cool, mais oui, c'est aussi fraîchement cool parce, Oui, c'est que, frais. parce que l'eau, C'est- ça c'est frais. rafraîchit. Après, faut pas y aller pour voir un grand film non plus. Hein. Je préviens tout de suite, Aquaman, c'est quand même le mec qui veut pisser sur des reliques anciennes. Ça donne le ton. Mais c'est plaisant, tu passes un bon moment et c'est pas dégueulasse à regarder, autant au niveau des effets spéciaux et aussi parce que le One c'est tenir une caméra. Du coup les séquences d'action qui s'enchaînent en étant toujours très différentes les unes des autres, et ça fait plaisir, sont toujours lisibles. Il y a des mouvements de caméra vraiment classe et mention spéciale à toute la séquence en Sicile où tout le monde cite Indiana Jones comme moi. Je vois un peu de Uncharted, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai bouffé les 4 jeux à la suite l'année dernière et que je suis un peu complètement omnibulé par cette série de jeux absolument géniale. Ouais, Bref, et puis l'influence d'Uncharted, c'est quand même Indiana Jones. oui voilà. Bref, c'est con, mais pas dans le sens nanar rigolo à mater entre potes. C'est juste un film dépourvu d'intelligence qui s'assume comme tel et se fait pas chier à prétendre être autre chose. Perso, j'achète grave. Et en plus, ça cartonne au box-office. Hein. Ouais, c'est le plus gros succès pour DC. Ce qui est entre guillemets triste parce que ça veut dire que maintenant ils vont arrêter de vouloir faire des trucs sérieux pour s'éloigner de Marvel, mais ils vont plutôt faire des gros délires comme ça. Donc je sais pas trop si c'est une bonne chose, on verra. À voir sur le long terme. Ouais, mais maintenant, on passe aux choses sérieuses. Le gros morceau de cette émission. Et si on a rigolé avant, bah en fait on va continuer, mais cette fois avec classe, élégance, talent et intelligence. Si Spider-Man... Philippe Lachaud. Ouais, exactement. Si Spider-Man 2 de Sam Raimi reste mon préféré, parce qu'entre autres, en juillet, ça fera 15 ans que je l'aime et que je l'ai vu 100 fois, et qu'il est tout simplement quasi parfait aussi, ce Spider-Man Into the Spider-Verse lui colle au cul tellement fort qu'il doit avoir le nez plein de merde, comme on dit chez moi. Human Centipede. Ouais, je vous donne quelques petites expressions locales. Bon, on va pas chipoter pendant 2 heures, hein. C'est parfait. C'est un film complètement taré, tant visuellement que narrativement, et pourtant il est d'une fluidité exemplaire. Il y a tellement de trucs que tu peux pas tout repérer à la première vision, ni même à la deuxième. Mais reprenons au début. Oui, le film de super-héros est dans une sorte de formule dont il a du mal à s'extraire. Succès aidant, forcément, ça risque pas de changer, et les studios continueront de vampiriser les projets plutôt que de laisser la main libre à des gens de talent avec une vision. Ça c'est un fait qui ne m'empêche pas d'apprécier ces films, il suffit juste de savoir tempérer les choses, contrairement aux critiques et une grande partie du public face aux films Marvel. Mais... Voilà. Ouais, je dénonce. Tu as arrêté un peu de faire chier? Oh, Kevin, ça faisait longtemps. Mais il y a un truc bien avec ces films. C'est que du coup, quand t'as quelque chose qui diffère un peu, qui débarque, ben, on voit que ça te saute à la gueule. Et putain, c'est dingue. En 2017, on a eu Logan, cette fois, c'est Spider-Man. Le film est formidable. Dès le logo d'introduction, déjà jouissif, jusqu'à son générique de fin. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est que malgré ces 2 heures, il est trop court. J'en aurais repris une bonne grosse dose et ça en dit long. Mais attention, hein, trop court ne signifie pas bâclé ou quoi que ce soit. Le film est parfait, je le répète. Faire une origin story tout en devant introduire le multivers et plusieurs autres Spider-Man, c'était casse-gueule. Et le numéro d'équilibriste effectué par le film est plus que réussi. Tout tient parfaitement la route. Pour vous faire une idée, en fait, il y a 2 Spidey principaux, un secondaire et le reste tertiaire. Mais lorsqu'ils sont à l'écran, ils sont bons. Comme le jambon. Parce que Spider-Ham, évidemment. À ce propos, évidemment que choisir Miles Morales comme personnage principal et non Peter Parker était dans la droite lignée de ce que fait Hollywood avec les minorités et les femmes. Sauf qu'ici, on s'en cogne, parce que le personnage est vraiment génial et que c'est l'histoire qui prime plutôt que la représentation des diversités. Et là, on n'en parle pas parce que c'est pas le sujet. C'est une phrase que je vais réutiliser dans la prochaine émission lorsque je parlerai de Doctor Who, mais Philippe Curval, un auteur de SF, a dit: quand on alourdit le récit d'une pesanteur idéologique, on parvient à quelque chose de tout à fait détestable. Into the Spider-Verse le comprend parfaitement et ne tombe pas dans ce piège. Niveau humour, j'en parlerai encore avec le prochain film, mais c'est la plaie du blockbuster actuel. Ici, c'est encore une fois une parfaite réussite, du genre à faire du bruit avec ma bouche et ça devient rare. Je l'ai même trouvé encore plus drôle la 2e fois, ce qui est encore plus rare. Les dialogues sont drôles, les situations sont drôles, il y a des gags visuels hilarants qui sont des pay-off de trucs mis en place 45 minutes plus tôt. Et le tout est parfaitement dosé. Les Spider People qui descendent du bus par exemple est un excellent pay-off. Le truc dure 1 seconde, pas un dialogue, rien, j'ai été écroulé. Il y a aussi de l'émotion, ce qui est logique avec une telle galerie de personnages attachants. Et le Peter Parker de Jake Johnson est fou
Et pourtant, j'étais pas emballé à l'idée d'avoir ce gars dans le rôle. Bastien, qui s'est bouffé tout New Girl, doit, j'imagine, être aussi dubitatif que moi à l'idée que le Nick Miller de la série soit Spider-Man. Et pourtant, il est parfait. Et au sujet de ce qui peut te rebuter un peu, avant de voir le film, le parti pris visuel me laissait perplexe à la vision des trailers. Et c'est toujours le cas en les voyant après avoir vu le film. Mais face au film en lui-même, ça n'a jamais été le cas. Son animation est unique et ça paye. C'est du jamais vu, en plus d'avoir une mise en scène de folie. Le film est beau, et t'es vraiment entre le film d'animation et le comic book à l'écran sans jamais que ce soit gênant. Parce que le film, visuellement, comme je disais, il est complètement taré. Le climax est absolument dingue. Par exemple, il est impossible de décrire visuellement. T'as le multivers qui fusionne, et la manière dont ils font ça n'est pas un immeuble qui apparaît là où il n'y en a pas, ou là où il y en a un autre. C'est autre chose, et c'est un truc de malade. J'ai pris mon pied comme pas possible. C'est aussi ultra référencé, hein, les Spider-Man de Raimi évidemment, avec une blague très drôle sur la séquence de danse gênante du 3, et même la série Community, où dans un épisode, Troy sort de son lit dans un pyjama Spider-Man et s'étire. La scène est dans le film, faut juste savoir où poser les yeux. Je vous le dis, en fait elle passe à la télé. Il y a quelqu'un qui regarde la série, tout simplement. Parce que la série existe dans l'univers. Dans le film, ouais. C'est assez cool. En fait, tout ce qui existe autour de Spider-Man existe dedans, quoi. Il y a des comic books, etc. Et d'ailleurs, moi qui déteste les caméos de Stan Lee, son caméo dans celui-ci est très bien. Parce que logique, encore une fois, avec le film. Bref, des trucs comme ça, il y en a ras la gueule sans que jamais ça ne phagocyte le récit. Et attention, hein, on parle de multivers et tout, mais jamais ce n'est un film ésotérique. Hein. Il reste ouvert au grand public parce que le concept de loin peut faire peur, mais c'est en réalité très simple et basique. C'est comme dans Retour vers le futur 2 où il faut expliquer le principe de paradoxe temporel. Et citer ce film dans cette chronique, bah c'est cool quoi. Bref, ouais. La même année, Sony est parvenu à sortir le pire film autour de Spider-Man, à savoir Venom, et celui qui n'est pas loin d'être le meilleur. Le temps nous le dira. Et c'est fort. De son côté, Into the Spider-Verse, je pèse mes mots, est un chef-d'œuvre. La deuxième vision était encore meilleure, plus drôle, plus émouvant, plus tout. J'en avais des frissons. J'ai jamais cessé d'aimer Spider-Man, mais ce film m'a fait retomber amoureux. J'ai juste pas assez de mots pour parler du film et cette chronique ne peut pas lui rendre justice. Donc foncez parce que c'est une putain de tuerie absolue. Je crois d'ailleurs que Renaud, le chanteur, a beaucoup aimé le film. Bah, il aime beaucoup les multivers. D'accord. Non. Tu l'avais préparé cette blague? Oh putain, bravo, alors j'applaudis. Bravo. Et donc, dernier film de l'année vu en salle, un spin-off Transformers. Genre, j'y aurais pas cru, vu que c'est quand même une belle franchise de merde, malgré tout l'amour que j'ai pour Michael Bay. 5 films, mec, sérieux, cette perte de temps. Donc, je parle bien sûr de Bumblebee, le spin-off préquel qui se déroule en 1987. Très belle année, puisque j'y suis né. Bref. C'est très précis quand même. Ouais, je sais. Bref, j'en avais rien à foutre, vous pouvez vous en douter. Puis un jour, au détour d'une conversation autour de ce chef-d'œuvre qu'est Kubo, on me demande comment je vis le fait que le réal s'attelle à Bumblebee. Et là, c'est la lue. Travis Knight quitte ce studio merveilleux qu'est Laika pour se lancer dans le cinéma live, mais en démarrant par ça. Mais pourquoi ? Quoi qu'il en soit, mon intérêt pour le projet est éveillé grâce à lui. Aucun risque, aucune raison que ce mec aille vendre son cul après avoir participé à d'excellents films à divers postes. Et la première bande-annonce est venue me rassurer. Et dans la foulée, alléluia, le film ne m'a pas déçu. Première fois que je paye pour un film Transformers, première fois que j'aime. Comme quoi, sincèrement désolé pour les 5 précédents. Si j'avais su. Donc sur le trailer, il y avait une vibe géant de fer, et ça semblait être un film un peu sous influence. Et cette vibe est pas mal présente et assumée dans le film. La scène dans la forêt par exemple, la découverte des armes, même la relation entre le robot et la gamine. C'est très Spielbergien comme œuvre, on pense forcément à E.T. Donc ouais, le film sous influence. Mais bien géré, puis quitte à s'inspirer, autant prendre les meilleurs. Contrairement au film de B, les personnages sont attachants. On a même l'intérêt amoureux qui n'est pas relou mais cool, et la romance est superbement gérée sans que ça finisse en bisous baveux. Je suis limite choqué quoi. C'est bien écrit quoi, je veux dire c'est fou. Ellie Steinfeld, elle est parfaite, de toute façon elle n'est jamais meilleure que lorsqu'elle joue des ados paumés comme elle le prouvait déjà dans l'excellent et trop méconnu Edge of 17. A noter que la demoiselle s'offre une fin d'année classieuse puisqu'elle est la voix de Gwen Stacy, alias Spider-Gwen, dans un certain Into the Spider-Verse. Tout se recoupe. Une manière sans doute pour elle de s'excuser pour les Pitch Perfect où elle joue une ado, mais pas paumée, donc c'est naze. D'ailleurs, je viens de remarquer que dans le premier Pitch Perfect, il référence Breakfast Club et Bumblebee le fait aussi. Mais Bumblebee c'est mieux, donc ça va.
Bref, Breakfast Club. bah oui, Breakfast Club. Moi, je pense que n'importe quel film qui référence Breakfast Club, pardon, mérite un petit peu d'intérêt. Sauf Pitch Perfect. Parce que c'est de la et Power Rangers. Oui, évidemment. Power Rangers, le Breakfast Club de 2017. Ou Bien 2016 sûr. peut-être, je ne sais plus. 2016, ouais. 2016. Bref, la relation entre Charlie, son personnage Haley Steinfeld, et Bumblebee est superbe. Ça fout même un peu d'émotion dans tes yeux à la fin, et ça c'est cool. D'ailleurs, si la romance est un truc forcé, il y a un autre truc gênant dans les blockbusters, l'humour omniprésent. On y revient. Et là encore une fois, c'est superbement dosé, et surtout, c'est drôle. Il y a une des scènes les plus drôles que j'ai vues au cinéma cette année à base de papier toilette et de lancer 2. Si vous avez vu ou allez voir le film, vous comprendrez. Et un dernier point qui est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire Ça beaucoup. veut dire beaucoup. La crédibilité des transformations. On voit toujours le véhicule dans le robot et surtout la taille n'est pas exagérée, c'est crédible. Enfin, autant qu'un Transformers puisse être crédible. Dans les films Transformers, ils étaient tous beaucoup trop grands par rapport au véhicule, peut-être parce que tous les films étaient beaucoup trop longs aussi. Parce qu'ici, un petit 1h53 ou les 2h20 minimum pour les Transformers. Parce qu'on a une histoire simple et modeste à raconter. On perd pas de temps avec 12 persos qui servent à rien, on n'a pas 50 blagues à la minute. Non, juste un chouette film familial qui se concentre plus sur une relation que sur l'action et ça fait du bien. Travis Knight a donc parfaitement réussi son passage au cinéma live et je comprends maintenant pourquoi il a choisi ce projet tout en puisant dans les influences citées plus haut. C'était pour se faire la main et il a parfaitement réussi. Beau film pour lequel j'ai beaucoup d'amour. Petit plus rapide, la critique est très bonne et en plus on parle comme du meilleur film de la franchise, ce qui est logique. Mais depuis, Pas compliqué. bah oui, en effet. Mais depuis, j'ai lu beaucoup de gens dire que si Bumblebee est bien, il n'est pas le meilleur, puisque c'est le premier Transformers qu'il l'est. Ce qui voudrait dire qu'il est bien. Donc, Oula. à force de lire ça, bah, je l'ai revu, puisque j'en avais qu'un souvenir exécrable. Et Moi, c'est résultat, le seul que j'ai vu de la saga. bah, t'as vu le meilleur, donc, mais ça reste de la Je merde. me suis arrêté là, ça Ouais. m'a suffi. Mais donc résultat, bah, vous avez fumé les cendres de vos grands-parents, quoi. C'est pas possible, il est imbuvable ce film, les persos sont insupportables, ça gueule ou gesticule dans tous les sens la majorité du temps. Shia LaBeouf, il est juste très mauvais, et les Jai ils servent à rien, en plus d'être lourds pour la plupart. Pareil pour le moindre petit second rôle, même avec une seule scène super courte, c'est limite un exploit. L'humour est forcé et constant, parfois mix des deux avec le beuglement et la gesticulation. C'est typique du film qui refuse d'avoir le moindre moment de calme, de peur que les gens s'ennuient. Non mais vraiment, il est immonde votre pseudo-film en blanc comme vous dites. Enfin voilà, je ne pouvais pas finir sur une note positive, donc il fallait que je chie là-dessus. Non. Mais les deux derniers films que j'ai vus au cinéma étaient deux excellents films et ça fait plaisir. Alors d'ailleurs, des petites questions à te poser. Le Spider-Man, j'ai l'impression qu'il est quand même assez orienté pour les adultes et les gamins. Où ils vont comprendre ou ça va leur passer à milieu au-dessus de la tête? Je pense que... alors le film il est PG, donc ça veut dire qu'il est vraiment tout public. Je crois que la seule truc en dessous c'est G, qui est donc vraiment tout public. Là je pense que c'est à partir de 10 ans, un truc comme ça. Ouais, je pense pas forcément que les enfants vont prendre un kiff total devant le film, mais c'est un film qui... En plus je trouve que pour un film PG... il est par moments extrêmement violent, pas graphiquement directement puisqu'on te le montre pas, mais le personnage de Fisk, Wilson Fisk, donc le caïd, il te fait des trucs dans le film, tu te dis putain quoi, c'est un film vraiment de tout public, donc les plus petits peuvent le voir, c'est hallucinant. Ouais. Pour rappel, Incredibles 2 il était PG-13 quand même. Ah ouais. Et donc là non, c'est vraiment beaucoup plus grand public, mais le film en lui-même n'est pas un film pensé pour les enfants, c'est un film pour tout le monde, mais absolument fantastique quoi. Mais oui, je pense que les enfants vont pas tout forcément bien comprendre. Ouais. Ça explique aussi peut-être les scores moyens, on va dire, au box-office pour l'instant du film. Même si le bouche à oreille, pardon, a l'air d'être assez exceptionnel. Oui, je ne m'explique pas trop peut-être le fait que ce soit de l'animation, je sais pas. Je m'explique absolument pas le box-office. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas cité qui étaient les auteurs derrière ce Spider-Man. Alors, pour les réals, nous avons... Attention, je vais essayer de prononcer les noms, c'est pas évident. Il y en a un, c'est Bob Persichetti, je sais pas comment on prononce. Ensuite, on a Peter Ramsey qui avait déjà réalisé le formidable Les 5 légendes, Rise of the Guardians pour DreamWorks. Je le recommande chaudement, il est formidable. Et Rodney Rothman. Et au niveau du scénario, c'est ce fameux Rodney avec Phil Lord du duo Lord et Miller, les mecs qui ont fait le film Lego. Les Lego. Voilà.
Et au niveau du casting, on retrouve Shamik Moore, alias Miles Morales. Il n'est pas très connu, mais apparemment il est cool, quoi. Maintenant, je l'aime bien, en fait. On a donc Jake Johnson qui est un Peter Parker, Ellie Stanfield, Gwen Stacy. Alors le mec dont j'arrive jamais à prononcer le nom, Mahershala Ali. Voilà. Ah oui, le monsieur qui a eu l'Oscar. Ouais, et de la prochaine saison de True Detective, ouais. Qui joue l'oncle de Miles Morales, rôle absolument formidable encore une fois. On a Lily Tomlin qui joue Tante May, et Tante May, elle est badass à mort dans ce film, c'est génial. Et on a John Mulaney qui joue Spider-Ham. Alors moi j'adore John Mulaney, alors le voir en cochon, c'est formidable. Et surtout, attention, Spider-Man noir, celui qui vient des années 30. C'est Nicolas Cage. Oh. Et ouais. Et on a aussi Chris Pine dans le film, mais je peux pas trop vous dire pourquoi il est dans le film. Maintenant tout le monde sait qu'il est dans le film, mais voyez-le, c'est une des grosses surprises, un truc auquel je ne m'attendais absolument pas. Petit bonus, il y a Oscar Isaac qui est dans le film aussi. Mais il joue Spider-Man 2099, mais c'est dans la scène post-générique et qui est hilarante au passage. Je déteste les scènes post-génériques généralement, mais celle-là elle est vraiment très très drôle et elle fait un petit clin d'œil à la possibilité d'une suite. Mais très très drôle. Et n'oubliez pas que pour ceux qui ont voir le film en VF, vous avez donc la voix d'Olivier et Max Bobby pour le fond vert. Et je crois qu'il y a... Ah, pas mal. Et on a aussi Presnel Kipembe aussi, je crois, un footballeur qui double un personnage, je ne sais plus lequel. Du coup, il y a Jordana peut-être, non? Du coup, je dois aller voir... Attends, parce que je vais aller voir le casting français pour vous dire, parce que... Ah, au fait, je viens de voir. Il y a un truc que tu devrais beaucoup aimer dans le film. C'est Daniel Pemberton qui a fait la musique. Ah oui, si, je l'avais vu en plus. Et elle est très très bien. Ouais. En même temps, le Daniel, il est très talentueux. Ouais, elle est très bien. Et c'est beaucoup de hip-hop, moi qui n'aime pas le hip-hop. Ah. Oui, donc Camélia Jordana fait Gwen Stacy. Voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'elle était aussi de la partie oui. Celle-là. Et tu disais Max Bowell pour rigoler, j'imagine, parce que je ne le vois pas. D'accord. Moi j'y ai cru. Moi aussi, justement, je me suis dit, ça ne m'étonnait pas. Bon, bah écoute, donc tu nous recommandes chaudement Spider-Man en 1, je dirais, en 2 Bumblebee, en 3 Aquaman et en 4 Mortal Engine, c'est ça? Exactement. Ça fait un peu. Ça fait mal. Quelque part, mon petit cœur, quand même, pour cette 4e place. Bon. Eh bien, je crois que Bastien, tu vas pouvoir nous faire ce petit plaisir, ce petit honneur de t'occuper de ton pot pourri. Je suis à vous. Alors, donc ouais, on va essayer de frapper fort direct, de toute façon, d'entrée de jeu là, pour cette année 2019, car je sais que vous l'attendez, on va pas tergiverser pendant pendant 3 heures. Je m'étais engagé à chroniquer chaque film de cette formidable saga des requins aux multiples têtes. Donc là, je vais essayer de vous faire vivre un peu le film, car vous ne le regarderez probablement jamais de votre vie, je pense pas. Donc on va essayer de vous imaginer un petit peu tout ça et de vous expliquer tout ce qui s'y passe. Donc aujourd'hui, je m'attaque au 2e opus, le bien susnommé L'attaque du requin à 3 têtes. Alors un début de film qui m'a fait penser à cette phrase de Bebel, alias Daniel Auteuil dans les Subway, lorsqu'il arrive le jour de la rentrée et qu'il voit ses petites nouvelles camarades et qui dit ah, bah il n'y a pas que des boudins cette année. Et bah c'est un petit peu ça ce film. Et donc c'est toujours réalisé par l'ami Christopher Ray, fils de Fred Olen Ray. Alors côté casting, un casting encore une fois all-star, puisque nous avons en tête de gondole une certaine Karwesh Tran. Donc rien à voir avec Céline Tran, mais c'est en fait l'ex de Chris Brown qui avait porté plainte contre lui pour des violences conjugales. Ah, elle aussi? Donc ouais, non, je ne la connaissais pas, c'est parce que j'ai été checké après. On a encore un catcheur, pareil, que je regarde du catch, mais alors lui, Rob Van Damme, de son nom. On a un acteur pareil de Alerte à Malibu, mais pareil, je ne me souviens pas de lui dans Alerte à Malibu, alors qu'il a apparemment été là quand même genre 4-5 ans. Mais après, il y a quand même une star qui fait parler un petit peu plus. C'est la star du film, c'est notre ami Danny Trejo. Et ouais. Qui nous, le seul et l'unique, qui nous gratifiera d'un magnifique Madre de Dios, la vache, en voyant le fameux requin à 3 têtes, lui qui n'en croyait pas ses yeux.
Ah bah. Il a dû faire la même chose quand il a vu le chèque qu'on lui donnait pour faire le film. Alors c'est un épisode avec une fibre plus écolo, hein. Plus écologique, il y a une vraie conscience qui nous alerte. C'est un peu ça, c'est une conscience de la qui nous saga, alerte en fait. face au danger de la pollution. Une sorte de mix improbable entre Nicolas Hulot et James Cameron. Donc c'est un film à message, puisque la mutation pour le coup est justifiée du requin à trois têtes. Parce que je vous rappelle que dans le précédent, ce sont des choses qui arrivent, nous disait-on. Et là, on nous dit que c'est à cause des déchets et de la pollution dans l'eau que, en fait, il y a eu cette mutation d'un requin à trois têtes. Ah, c'est un peu un mélange entre The Host et Okja, en Ouais. fait. Il y a une petite. Et de toute façon, c'est ce qui c'est ce qui fera dire aussi très justement à un personnage du film concerné. Et voilà ce qui arrive quand les gens jettent leurs poubelles dans la mer. Ça fout carrément les chocottes, moi. Ah, ça dénonce. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans de requins en train de bouffer des canettes dans l'eau. Alors perso, moi j'avais jamais encore vu ça dans un film de requin, mais du coup t'as au moins, je sais pas, peut-être 10 plans où tu vois le requin sous l'eau et puis il avale des petites canettes comme ça qui sont dans l'eau. Ah non, c'est... Alors est-ce qu'on voit les marques des Pas de canettes ou placement pas? de produit. Pas de placement de Bon produit, alors, toutes les scientifiques, hein, on a encore le droit à des scientifiques, hein, ils sont toutes belles, hein, forcément. C'est dingue ça, à chaque fois, on tombe que sur de la bonasse, hein, quand même. Alors, en plus, elles sont quand même un petit peu magiciennes, parce qu'à chaque fois qu'elles sortent de l'eau, le maquillage reste, en fait. Ça coule pas sur leur visage, et... ouais. Et waterproof. Et en plus, on a un peu peur à un moment vers, je sais plus, la moitié du film et tout, parce qu'elles sont tout le temps en débardeur ou je ne sais quoi, et en fait, au bout d'un moment, il commence à y avoir des petites blessures et tout ça, donc là, il faut quand même commencer à faire des petits bandages. Donc forcément, qu'est-ce qu'on a sous la main? Bah, ce sont des bardeurs qu'on déchire et tout ça, et donc on se retrouve en bikini, voilà, dans la deuxième moitié du film. C'est hot shot. Et d'ailleurs, dans le genre bandage à faire, alors il y a quand même un grand moment de mutilation dans le film, avec... alors donc, comment vous expliquer cette scène? Donc ils ont bien compris qu'en fait, pour énerver le requin, ce qu'il fallait faire, c'était en fait lui donner encore plus de pollution, si vous voulez. Et donc à un moment, ils se retrouvent sur un bateau où il y a plein de poubelles dessus, comme par hasard, et ils se disent, bah putain, pour l'appâter, pour faire un peu l'appât, on va balancer les poubelles dans l'eau. Et donc, ils balancent des sacs de poubelles dans l'eau, donc les requins les suivent comme ça en bateau. Et là, il y a un petit plan un peu à la Brody quand il donne de la nourriture, vous voyez, aux requins dans les dents de la mer. Sauf que là, le mec donc se fait bouffer carrément le bras en jetant un sac poubelle dans l'eau. Et ce qui est très beau, c'est que juste après, le mec, donc avec son petit moignon qui est en train de gicler de sang, et la nana qui vient l'aider s'excuse en disant désolé, il a pas mangé la dernière poubelle, on n'a plus de déchets. Le mec est en train de souffrir le martyre et il s'excuse. Alors donc le détruire, car ils l'ont bien compris que la pollution c'était ce qui l'énervait, c'est ce qui le rend encore plus grognon, parce que donc là le requin est un petit peu plus grognon aussi que dans le précédent, hein. À chaque fois qu'il est sous l'eau il est pas content. Donc en plus ils ont compris que plus tu le nourrissais de cette pollution, en fait les têtes s'énervaient donc, et elles se bouffent un petit peu entre elles, si vous voulez. Et ça, c'est une idée de génie, parce que c'est comme ça en fait qu'ils vont réussir à se débarrasser du requin. C'est que en fait, à la fin, je vous le dis carrément, il y a carrément 5 têtes, hein. Il prévoit déjà même carrément le prochain film. Car à un moment, il se fait couper une des têtes. Je vous l'explique. Donc c'est Danny Trejo qui découpe donc la tête du milieu du requin à la machette en plus. Hein, je vous le donne en mille. Et à la place donc repousse trois petites têtes de requin. Donc on avait 3 têtes moins 1 plus 3, ce qui en fait 5 au bout d'un moment, si vous me suivez bien. Et d'ailleurs, ce qui fait dire aussi à un personnage assez perspicace, coupez-lui une tête et il en repoussera 3, c'est similaire à une hydre. Non, je reviens aussi 15 secondes un petit peu sur le coup de la machette. Donc très 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 grosse scène aussi là, parce que donc Trejo découpe la tête du requin, et donc là la carcasse du requin se pose sur son bateau et on croit qu'il est mort.
Donc il arrive comme ça avec son bateau sur le bord de plage où les autres personnages l'attendent. Donc là il sort du bateau en mode ralenti, genre le héros et tout, un petit peu à la Aldo Maciol, il roule des mécaniques et tout. Et puis en fait tu vois la carcasse derrière du requin qui ne bouge pas, il commence à faire son petit speech et là paf, t'as le requin qui se relève d'un coup et qui le bouffe. Parce qu'en fait le requin il s'était endormi. Et donc Danny Trejo en fait a un rôle assez court malheureusement, mais ça, du coup c'est un petit peu Samuel Jackson dans Peur Bleue, on est très surpris par le... Ouais. C'est ce que j'allais dire, ça m'a fait penser à ça. Un autre grand film. Autre grand film. Les requins sont bien servis, j'ai l'impression. Alors pour le gore, on a beaucoup de filtres rouges dans celui-là. Hein. C'est beaucoup de plans où tout est rouge à l'écran avec on distingue des choses qui se passent derrière, mais on comprend qu'il y a du sang. Et c'est un petit peu c'est même beaucoup plus numérique que le précédent qui mélangeait un petit peu, je vous rappelle, des trucs un peu caoutchouteux et de sang un petit peu plus réel. Là, malheureusement, on retourne un petit peu dans les travers du tout numérique. Mais l'avantage, c'est que c'est quand même mieux fait que le précédent, les effets spéciaux. Même le requin en lui-même, on sent un côté plus mature, mieux fait. Il y a autre scène bien fandarde aussi. À un moment, tu as un perso comme ça qui saute. Il est sur une espèce de passerelle, si vous voulez. Donc il y a le requin qui est au bord. Et donc là, il court avec sa hache et il saute de la passerelle pour tomber sur le dos du requin avec sa hache qui le plante dans le dos. Et là, le requin le traîne sur à peu près 1 km avec le mec qui reste planté avec sa hache comme ça dans le requin. Mais malheureusement, il va se faire aussi bouffer très, très rapidement. Mais c'est une scène... de toute façon, c'est un film qui n'arrête pas. Encore une fois, tu débandes pas pendant, je dirais, 1 heure de film. Parce que c'est extrêmement rythmé et c'est très, très surprenant. Parce que le début du film, ça commence, en fait, t'as encore des jeunes bellâtres sur une plage et tout. Tu te dis, bon, ça va être un petit peu comme le premier opus. On te présente des personnages. Et au bout de 5 minutes, en fait, ils sont déjà tous morts. Et là, tu comprends que c'était que l'intro du film. Et donc là, titre du film, là, t'arrives sur une base navale avec d'autres personnages qu'on te présente et tout. Et là, pareil, les personnages qu'on te présente ne seront pas forcément ceux qui vont survivre au cours du film, donc c'est assez perturbant. Et là, tu commences à t'installer et tout, tu te dis que tu es sur une base, et au bout de 20 minutes, en fait, la base est détruite par le requin, et ils sont obligés donc de se barrer en passant donc par l'eau et tout, en nageant, et ils vont retomber sur un autre bateau à un moment, donc ça n'arrête plus là à partir de ce moment là pendant 1 heure. J'ai eu peur parce que du coup je me suis dit on va se taper un truc sur une base maritime un peu à la Peur Bleue encore une fois, et non, on retourne un peu d'un coup dans ce qui faisait le charme du premier épisode où ça se passe quand même essentiellement dans la mer. Et donc il retourne à un moment, je vous dis, sur un très gros bateau où il y a plein de jeunes qui font la teuf, qui sont tous beaux aussi, et donc là ça réinjecte encore des nouveaux personnages au film. C'est assez perturbant parce que du coup t'as pas trop le temps de t'attacher forcément à tous les personnages, mais ils sont nombreux, et comme je vous le dis, ceux qui survivent à la fin ne sont pas forcément ceux qu'on pensait au départ. C'est un peu ça. De toute façon, la vedette, c'est le requin. Et puis il y a un hommage aussi à un moment à Ace Ventura en plus. Parce que celui-là, je l'avais pas vu venir. Parce que donc il voit des trucs qui se passent sous l'eau, un gros truc, quoi, et il croit voir une baleine à un moment. C'est un petit peu con. Et donc là, il y en a un forcément qui se fait attaquer par le requin à 3 têtes. Et ce qui fait dire à l'autre personnage qui voit la scène, qui dit à un autre perso, du coup, après avoir vu le truc, c'est pas une baleine. Et là, je me suis dit, c'était pas Flocon, quoi. Il aurait dit ça, c'était pareil, quoi. Donc franchement, un film d'une grande générosité. Moi, je trouve que j'ai beaucoup d'affection pour cette saga, que je trouve beaucoup plus intéressante que les Sharknado pour l'instant. Donc j'en ai vu que 2 sur les 4 qui existent. Mais t'es en train de nous dire que s'il y avait un petit coffret de la saga, tu cracherais pas dessus. Ça pourrait donner. Voilà. Et à chaque fois, tu nous fais bien envie avec ces petits films. Donc, le problème, c'est maintenant qu'on n'a plus envie de le voir, vu qu'on a entendu le meilleur. Donc, 1h25. Merci de nous faire gagner 1h30 de notre vie, en fait. Bon, alors, next. Alors là, c'est une spéciale maintenant Netflix.
On va parler un petit peu des petits événements qu'il y a eu en cette fin d'année. Et on commence direct avec le fameux épisode Black Mirror qui a déchaîné les passions sur les internets. Le bien nommé. Ah bah alors attends, j'ai une question. Comment as-tu pu voir ce truc alors qu'il n'y a pas de compte Netflix ? Donc l'épisode, on rappelle, s'appelle Bandersnatch. Et donc le principe de l'épisode... Snatch, c'est le chat. Voilà. Peut-être. Je pense pas que ce soit lié. Donc oui, le principe de l'épisode, c'est que c'était un épisode interactif où en fait les gens guidaient un petit peu le récit. Du coup, je ne sais pas trop comment on le fait avec leur télécommande. Je ne suis pas trop intéressé au problème. Parce que donc, comme tu le soulèves, je n'ai pas Netflix. Donc en fait, il existe une version visionnable sans le côté interactif. C'est complètement con. T'as encore été téléchargé illégalement. Je pense qu'effectivement, c'est assez bizarre de le regarder sans le côté interactif. Parce que du coup, c'est extrêmement répétitif dans ce qu'on voit. Et c'est très, très lassant. Alors, je ne sais pas, apparemment, les durées de toute façon sont assez variables selon ce qu'on doit choisir, je pense, dans l'interaction. Mais moi, la version que j'ai vue fait 1h34, je crois. Donc, ce qui est très long pour un épisode de Black Mirror. Ouais. Mais bah, du coup là, à la question est-ce que l'épisode peut être vu sans le côté interactif, moi j'ai envie de répondre totalement non, parce que j'ai trouvé ça extrêmement pénible à suivre. Alors, après, du coup, le côté gadget du truc peut-être être intéressant à utiliser, mais alors du coup, je ne peux pas donner mon avis sur ce passage-là. Après, l'épisode est réalisé par David Slade, donc, qui avait déjà réalisé l'épisode en noir et blanc avec les espèces de robots tueurs, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, il fait un clin d'œil à son propre épisode dans l'épisode. Exactement. Et d'ailleurs, il fait des clins d'œil à d'autres épisodes de l'univers Black Mirror. Mais ouais, du coup, maintenant, ils essaient effectivement de relier un petit peu tous les trucs. J'avais souvenir de l'épisode avec John Hamm, qui était aussi un épisode de spécial Noël, qui était beaucoup plus intéressant que celui-ci. Ouais, il était cool, mais celui-là, je l'ai vraiment trouvé interminable, et qui doit n'avoir un intérêt que son côté interactif. Mais du coup, tu me diras si tu le... Je peux pas en parler, je sais pas trop comment... S'il y a une télécommande avec Netflix, je sais pas trop comment ça... Bah non, justement, moi non plus, je me suis pas encore posé la question parce que je n'ai pas encore essayé, mais je pense que tu dois pouvoir le faire avec ton téléphone ou un truc comme ça. Déjà, si tu regardes un truc sur ton téléphone, tu ne mérites pas de le regarder. Enfin, Black Mirror, je peux pas. Mais ouais, en fait, tu as une télécommande. Moi, perso, je regarde sur ma télé la plupart du temps, ou sur mon ordinateur, ça dépend de ce que je vais regarder. Donc oui, tu as ta télécommande, mais je ne sais pas comment ça fonctionne puisque j'ai pas regardé. Mais à mon avis, quand tu arrives à la fin de ton segment, c'est comme à la fin d'un épisode ou d'un film, ils te mettent vous pourriez regarder ceci ou cela, et donc là tu choisis ce que tu veux, quoi. Mais à mon avis t'as encore, parce que j'ai lu quelqu'un dire que t'avais genre 5 secondes pour choisir, donc c'est un peu la merde. C'est un peu court, ouais. Mais sinon moi je trouve que déjà à la base tu as vu l'histoire donc complète sans pouvoir jouer avec l'interactivité, tu trouves ça pas intéressant. C'est peut-être que l'interactivité finalement n'est qu'un gadget et n'a aucun intérêt, le truc est juste mauvais, quoi, à la base. Je crois qu'en plus les avis en règle générale sont plutôt pas bons, hein. Même ceux qui ont vu donc avec le gadget. Parce qu'en plus on baigne encore sur la vague années 80 avec tout le côté rétro qui est sucé jusqu'à la moelle encore dans cet épisode-là. Ouais. Laissez les années 80 tranquilles, bordel de merde. Ou alors faites-le comme dans Bumblebee. Bon, j'enchaîne avec l'autre gros événement, Netflix, 45 millions de vues en 2 heures avec des cuits avec des oiseaux dans des cages. Le bien nommé Bird Box. Alors, rappelons, non, j'ai jamais dû en parler de ce que je pense de Sandra Bullock, mais c'est une actrice que je déteste absolument et viscéralement. Je pense qu'elle est grandement... sauf dans Speed, je crois, parce qu'elle est un peu potiche du coup, donc son rôle ne me dérange pas, mais je pense que c'est ce qui me pose problème avec Gravity, par exemple, pour lequel
Je pense que si tu remplaçais son personnage par Carrie Coon ou Jessica Chastain, bah, c'est plus du tout le même film. Mais là, Sandra Bullock, c'est pas possible. Et ben, Donc, on rappelle l'histoire rapidement. C'est en fait... non. Fais-le en oiseau. Pas envie. C'est un monde à la dérive qui est en fait, si tu ouvres les yeux selon les endroits, parce que tu peux quand même l'ouvrir quand tu es chez toi. On sait pas trop pourquoi, mais c'est quand même bien pratique. C'est bien pratique quand même. Je crois que c'est la lumière là, qui fait ça. Voilà. Quand t'es Et chez quand toi tu vas à avec les rideaux l'extérieur fermés, et que ça tu as va. les yeux ouverts, en fait, tu deviens taré et tu as envie de te tuer ou ce genre de choses et tu vas mourir, quoi. Et tu sais pas trop s'il y a des créatures, tout ça, à l'extérieur, tu comprends pas tout. Et en fait, c'est un petit peu comme Sans un bruit où il fallait pas faire de bruit, sauf que là, il faut pas regarder, quoi. Ça surfe un peu sur le même principe, mais en quand même moins bien, il faut le dire. Mais après, j'ai pas envie de bâcher totalement le truc, parce que j'ai pas trouvé non plus que c'était une catastrophe absolue. Ça dure quand même, je crois, 2 heures, donc c'est quand même trop long. Ouais, 2 heures. Et le film sinon se regarde plutôt correctement, mais après le problème c'est que c'est encore disproportionné par rapport à tout le monde. Enfin, je sais pas, dans mon entourage beaucoup de gens l'avaient vu et disaient ouais c'est trop bien ou des trucs comme ça. T'as une fin pareil toute pourrave, donc qui fait gâcher encore le truc dans son ensemble malheureusement, hein, si t'avais fait une vraie bonne fin, peut-être que on aurait pu s'y pencher et le conseiller un petit peu plus. Pareil, t'as des acteurs, je sais pas pourquoi ils sont là. John Malkovich qui arrive là-dedans, qui vient cachetonner, je pense, dans un rôle sympathique au demeurant, mais pas autant exploité qu'il le devrait. Après, c'est un peu bizarre, parce que du coup, c'est tiré d'un bouquin, donc j'ai lu aussi un petit peu ce qu'ils avaient gardé, ce qu'ils avaient changé, ou ce genre de choses. Et donc, il y a des idées un petit peu à la con qui sont dans le film et qui sont pas forcément exploitées dans le truc, parce que donc t'as des personnages comme ça en fait qui sont apparemment sous contrôle des choses extérieures, qui sont un peu qui ont les yeux ouverts et qui peuvent les ouvrir et tout, mais en fait j'ai pas tout compris le délire autour de cette personne. C'est un peu bizarre parce que le truc extérieur ne soit pas expliqué, soit ça on le conçoit très bien et pourquoi pas, ça ne dérange pas, mais après on avance des choses comme ça qui ne sont pas expliquées effectivement, et ça c'est un petit peu plus dommageable. Donc peut-être préciser que si tu vas à l'extérieur et que tu regardes le truc qu'on sait pas ce que c'est, tu deviens en fait complètement taré, ouais, super violent, et tu te finis par te suicider. C'est ça le truc. Et puis à côté t'en as certains qui deviennent tarés, qui veulent te tuer. Ou que tu regardes la lumière pour que tu te suicides. Ce qui revient à la même chose. On attend le 2e épisode avec beaucoup d'impatience maintenant. Vu le succès du truc, à mon avis, Netflix doit y penser. Alors ce que c'est très bizarre ça, parce que Netflix quand même ils ne communiquent jamais sur leurs chiffres. Et là, comme par hasard, ils te balancent un chiffre qui est totalement invérifiable. Et ils en sont contents. 45 millions de vues en une semaine, bah super, mais là c'est quand même beaucoup plus recommandable que le truc avec Will Smith là dont j'ai oublié le nom, ou d'autres. Ouais. Bright. Attends, Will Smith. Ah oui, Bright, oui. Je réfléchissais Will Smith sur Netflix, mais oui, Bright. Et enfin, dernier événement, Netflix, qui a le droit même à sa pub qui passe en boucle à la télévision, j'ai l'impression, on s'en est rendu compte pendant les vacances de Noël. C'est le fameux Mowgli, la légende de je sais pas quoi, de la jungle. Ah oui. Donc de l'ami Andy Serkis, Monsieur Gollum pour les néophytes. Alors pareil là, un film plutôt bien reçu, j'ai trouvé, parce que je le vois même dans des tops et tout carrément de fin d'année chez des gens dont je tairai le nom. Alors moi j'ai trouvé bonjour. J'ai trouvé ça extrêmement moche. Non mais ça c'est parce que tu regardais un miroir. Alors, parce que du coup le film a beaucoup reposé sur sa technologie à la base utilisée, et là si on veut être assez sympathique, on va dire que ça ressemble assez régulièrement à de la cinématique de PlayStation 2. Allez,
on va être gentil. Donc ouais, c'est pas fini quoi le truc. D'ailleurs on sent que ça a été un petit peu balancé et revendu à Netflix, parce qu'à la base c'était pas prévu pour sortir sur Netflix. Il y a eu le film Disney qui est arrivé un peu au même moment, qui a dû bien le foutre dans la merde aussi. Alors que le film donc, est effectivement assez différent du film de Jon Favreau, qui était lui très fidèle au dessin animé Disney. Là c'est soi-disant plus adapté du bouquin d'origine. Il y a un côté plus sombre, plus mature, mais moi j'ai envie de m'en dire mon cul, ouais, parce que c'est pas parce que le Ouistiti trop mignon, trop innocent, trop débile se fait empailler que c'est plus sombre. Il n'y a pas de zoophilie dans le truc, donc il y a un moment il faut se calmer 2 minutes sur le côté sombre du livre de la jungle. On est d'accord que tu considères que je suis pas sûr d'avoir bien compris. Ça veut dire que c'est violent uniquement s'il y a du viol. Je ne comprends pas. J'ai dit que j'aurais dit que c'était un film sombre hardcore, si ça aurait abordé la zoophilie de l'histoire, mais ça ne le fait pas. Oui, voilà, d'accord, voilà. Mais non, c'est juste parce que je suis de mauvaise foi. Quand même. Déjà, c'est pas. Un peu d'amour. C'est de l'amour entre homme et animal. Je vois pas en quoi c'est violent. Hein. C'est beau. Absolument. Tant que les deux personnes sont consentantes. Surtout que Mowgli parle l'animal. Au casting d'ailleurs dans le. Enfin, du coup là c'est pas du doublage, ça doit être la performance capture. C'est de la perf capture. Mais là, j'y ai cru pendant la moitié du film. Puis quand ça bifurque effectivement sur le côté plus original avec Chez les hommes et tout ça, là le film je trouve n'arrive pas à exploiter vraiment son concept, et ça devient extrêmement chiant. Donc c'est un petit peu dommage, parce que effectivement le film est plus intéressant à la limite que le Disney de Favreau, mais en fait je préfère le Disney de Favreau parce que je sais pas, peut-être parce que je suis con et que j'ai des goûts de merde. C'est pas nouveau ça. Mais ouais, j'avais gardé un souvenir plutôt surpris du livre de la jungle version Disney, donc je crois que tu sais, toi tu l'as revu et tu l'as remis un petit peu à la baisse, tu l'as revu. Ouais, j'avais adoré la première fois et j'étais sorti du cinéma vraiment enthousiaste. Puis je l'ai revu et d'un coup je l'ai trouvé beaucoup plus limité que ma première vision. Je pense que c'est aussi parce que j'en attendais rien et donc j'avais été positivement surpris. Après voilà, j'aimerais bien le revoir parce que je l'ai peut-être revu trop vite. Donc il faudrait que je le revoie pour me refaire une opinion définitive. Mais ouais, le Mowgli de Andy Serkis au moins est très original par rapport au film de Favreau, qui finalement est pas mal feignant quoi. Pour prendre un exemple, il y a tout le monde qui s'excite autour de Scarlett Johansson, alias le serpent Scar, non, Car, voilà. Et tout le monde s'excite et me disait ouais putain c'est absolument génial. Moi j'ai vu le film, elle a genre 2 minutes et j'en ai rien à branler quoi. Je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans le personnage de K dans le film. Et alors que la différence, je trouve que Cate Blanchett est bien meilleure dans celui de Serkis. Après je pense que le film, j'aimerais bien le revoir pour le juger définitivement, hein. Mais je vais attendre un petit peu. Je le trouve quand même beaucoup plus beau. Tu dis n'importe quoi comme d'habitude quoi. Je trouve que la perf capture, ça permet d'avoir les visages des acteurs sur les animaux, et quand tu vois notre ami Bagheera avec le visage de Christian Bale qui fait une performance absolument formidable d'ailleurs, je trouve que ça a de la gueule. Après c'est pas forcément toujours parfait, mais au moins je trouve que le film a quelque chose d'intéressant à proposer par rapport Après, pour ceux qui sont hermétiques en plus aux musiques Disney, là, ça passe totalement. Enfin, il n'y a pas de chanson. Donc, oui, il n'y a pas de chanson, c'est pas Alphonse, ce genre d'idée. Oh. Ouais, ça peut. Ouais. Bon, bah écoute, un bon pot pourri encore, hein. Conséquent, mine de rien. Ouais. Parce qu'à côté de ça, j'ai vu des films pour les prochaines, mais beaucoup moins intéressants comme Under the Silver Lake, des Hostile, des Halloween et compagnie. Bien. Mais tout ça, ce n'est pas très intéressant d'en parler. Moi, je préfère qu'on s'attaque au vrai sujet. Alors que je pense qu'il y a pas mal à dire sur Under the Silver Lake. J'aimerais bien essayer de comprendre un peu l'intérêt du film. On fera une spéciale hors série en fin d'année prochaine. On pourrait creuser ça.
Très bien. Bon, bah écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, dans les prochaines semaines, on a encore des beaux morceaux qui se présentent. On aura Creed 2, on aura Glass. Dragon 3, Ça, putain, ça. Dragon 3, les gars. Il y aura encore 2-3 prods de Netflix qui vont sortir, des nouvelles séries aussi. Et Doctor Who, vous allez savoir ce que je pense du Docteur Femme. Ouh. Attendez, y a pas une Ouais. grosse série qui. Bah, True semaine Detective, ça prochaine. commence très bientôt, non? Ouais, La saison 3 normalement. de True Detective. Ah, donc voilà, on va avoir encore une belle année 2019 et puis mine de rien, on a des beaux films aussi qui sont prévus dans les salles obscures cette année, hein. Les Tarantino. Quelle ambition. Non, mine de rien, cette année, je suis un peu plus confiant. J'irai peut-être au cinéma 2 fois cette année. Ouh, le fou. Allez, soyons dingues. 2 fois pour le même film, bien sûr. Bon, bah écoutez, le site. Non, pas le site, le compte Twitter de l'émission, c'est toujours Bug le podcast, en un mot. Je suis Alphonse Dadet, il y a Grumpy Seb. Et Bastien, ton compte Twitter? Robbie Echo. Robbie Echo. Robbie Echo. Robbie Echo. Robbie Echo. Robbie. Echo the Dolphin. Non mais voilà, hein, c'était juste un gag. Voilà. Pas besoin de creuser plus. Les plus Bon, bah, courtes écoute, sont les meilleures, comme disait sont les Pimmy. meilleurs. Bon, bah, chers auditeurs, encore une fois, meilleurs vœux. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut.